va reprendre, si vous voulez bien, avec une table ronde donc, centrée sur les aspects géopolitiques, puisque notre forum est consacré aux ruptures, que les ruptures sont souvent globales et systémiques, qu'elles ont pour la plupart maintenant une dimension environnementale qui va continuer à s'affirmer, mais par ailleurs, on est rentré dans une zone de perturbation géopolitique assez forte. On est assez loin, me semble-t-il, de Francis Fukuyama, qui en 1992 parlait de la fin de l'histoire et nous disait finalement que la démocratie libérale allait être le principal horizon de développement des prochaines années et que finalement l'avenir était en quelque sorte tracé. Voilà. Depuis, on a eu un certain nombre d'éléments qui ont été qui ont perturbé assez fortement donc cette théorie qui avait finalement une certaine justesse au moment de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'Union soviétique, mais qui finalement a été fissurée d'abord par le développement du terrorisme islamiste, par ensuite les interventions des armées occidentales qui ont cherché à lutter contre ce terrorisme islamiste, que ce soit en Afghanistan, en Irak, mais aussi dans les pays du Sahel pour ce qui concerne la France. Et puis, on a eu évidemment aussi le développement progressif de l'affirmation d'une rivalité forte entre la Chine et les États-Unis, qui s'est, je dirais, libérée dans le discours qu'on a pu tenir depuis maintenant quelques années, mais c'est assez récent, ça fait 2-3 ans finalement qu'on a un discours vraiment très musclé d'opposition assez frontale entre la Chine et les États-Unis. Et puis, on a évidemment depuis quelques années aussi, donc l'affirmation plus forte de la Russie dans son étranger plus ou moins proche, ce qui n'est pas totalement récent, hein, puisqu'on a des événements qui sont là depuis au moins une dizaine d'années, mais qui a pris une acuité plus forte avec le déclenchement de la guerre en Ukraine. Donc on a, pour essayer d'éclairer un petit peu l'avenir et non plus uniquement le passé, mais pour essayer d'éclairer l'avenir, on a 3 intervenants aujourd'hui qui vont partager avec nous leurs analyses par ordre de gauche à droite. Donc on a Elvire Fabry, qui est chercheuse à l'Institut Jacques Delors et qui est spécialiste de la géopolitique du commerce. Nous avons à côté d'elle Florence Gaube. Florence Gaube a travaillé pendant longtemps en tant que géopolitologue auprès des institutions européennes, notamment à l'EUISS, qui est le think tank géopolitique de l'Union européenne, de la Commission européenne. Et puis, elle a travaillé aussi au Conseil de l'Union européenne. Elle a monté maintenant une société d'analyse géopolitique qui s'appelle Futurate, donc avec une dimension prospective d'après le titre. Et puis, à côté d'elle, donc Nicolas Mazzucchi, spécialiste des questions énergétiques, mais aussi des questions de cybersécurité, et qui est aujourd'hui donc directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine, et qui interviendra tout à l'heure sur les dimensions justement liées à la géopolitique des ressources. Voilà. Donc merci à eux d'avoir bien voulu nous rejoindre. On va peut-être commencer par Florence. La question donc, qui nous occupe ici, c'est celle des ruptures et des ruptures à venir. Alors c'est évidemment impossible de pouvoir décrire avec précision quelles sont les grandes ruptures qui se dessinent pour demain, mais quand même, est-ce que dans le brouillard de la guerre que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas quand même un certain nombre d'évolutions qui permettent de donner des grilles de lecture, des lignes de force qui permettent aux organismes qui sont ici représentés de pouvoir avoir quelques points d'ancrage sur le futur et sur lesquels on puisse s'appuyer. Donc en quelque sorte, est-ce qu'il y a un certain nombre de grandes ruptures prévisibles? Et puis quels sont les grands domaines plus incertains, notamment dans l'équilibre des forces, donc plutôt sous l'angle géopolitique un peu traditionnel, dans l'équilibre des puissances. Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Puis on reviendra ensuite sur les aspects plus économiques avec Elvire. Je crois qu'il faut déjà commencer par la définition de puissance, parce que non seulement on voit des changements en ce qui concerne la distribution des puissances, etc., mais il y a aussi un changement de définition. Donc classiquement, on définit la puissance ou on mesure la puissance par la démographie, donc la taille d'un pays, d'un peuple, la taille de son institution militaire, la taille de son économie, etc. Mais c'est en train de changer. Je pense qu'Elvire et Nicolas vont nous éclairer aussi un peu plus là-dessus. La structure de l'économie est en train de changer, la démographie est en train de changer. Donc, c'est la notion même de la puissance qui est aussi en train de changer. Donc, c'est pas aussi évident. On peut pas juste compter les peuples, compter les tanks pour comprendre qui aura le plus, sera le gagnant dans ce sens. Donc, ce qu'on dit en fait dans notre domaine actuellement, c'est que
il faut repenser la puissance comme quelque chose de relationnel. Donc vous serez puissant, considéré puissant, si vous arrivez dans un monde qui est évidemment très connecté, économiquement, au niveau des informations, au niveau des peuples. Qui peut naviguer ce système? Celui qui a le plus de relations avec les autres, des relations positives évidemment. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment c'est le commerce, mais c'est aussi les alliances, c'est aussi dominer les informations, les flux des informations, etc. Donc il faut peut-être repenser plutôt puissance avant de regarder les évolutions que je vais vous décrire. Ce n'est pas comme ce n'était au passé. Donc premièrement la Chine. Tu viens d'en parler. Évidemment, ce qui est évident, donc ça c'est une tendance très claire, on n'a aucune raison d'en douter, c'est que la Chine a une ambition géopolitique. Jusqu'à l'arrivée de Xi Jinping, c'était une ambition économique. Maintenant, on voit qu'elle a aussi une ambition diplomatique. Donc, rappelez-vous de ce que je viens de dire sur le relationnel. Aujourd'hui, la Chine est le numéro 2 en ce qui concerne le réseau diplomatique. Le seul pays qui a plus d'ambassades et de consulats au monde, c'est les États-Unis. La France, numéro 3, mais la Chine vraiment bien développer son réseau diplomatique et avec une trajectoire en croissance. Pourquoi? Parce que la Chine mène une diplomatie, une politique étrangère très, très active. Vous pouvez aller sur son site web. Tous les pays en Afrique, partout, il y a non seulement il y a déjà des institutions, mais il y a aussi des visites à très haut niveau. Donc c'est vraiment ce que appelait Alice Ekman la diplomatie by the numbers. Donc en gros, plus j'ai des amis aux Nations Unies, plus je serai capable d'influencer les votes aux Nations Unies. Donc ça, c'est une dimension. L'autre dimension chinoise, évidemment, c'est son ambition militaire. Alors pareil, il ne suffit pas de juste acheter, il faut aussi savoir s'en servir. Donc on n'a aucune idée jusqu'ici comment la Chine se comportera dans un contexte militaire, un conflit, mais son ambition est là. Et on n'a pas, il y a une dimension un peu opaque, il y a aussi des secrets, on ne sait pas tout, mais on sait que cette ambition est là. Les États-Unis pensent que d'ici 2027, la Chine sera capable militairement d'assiéger Taïwan. Après, être capable, c'est pas la même chose que le faire, mais c'est aussi une trajectoire inquiétant, qui nous inquiète dans notre réseau. Mais en même temps, la Chine, et ça c'est les points d'interrogation, la Chine est en train de perdre de population, enfin sa démographie est en décroissance. Certaines calculations disent que d'ici 2050, sa population aura perdu 50% de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors c'est à vous de me dire après ce que sont les effets économiques. C'est un peu spéculatif, mais en tout cas, on sait qu'il y a un point d'interrogation. Deuxièmement, donc ça c'est la grande tendance chinoise, on voit une certaine ambition, on voit des obstacles, mais on voit aussi des éléments qui font que la Chine est en train de devenir pas seulement un challenger économique, mais aussi diplomatique, et on l'a vu aussi pendant Covid et maintenant par rapport à l'Ukraine, un acteur qui ne prend pas notre parti. Deuxième acteur évidemment important, les États-Unis. Donc d'un point de vue militaire, d'ici 2040, les États-Unis ou même 2050 resteront l'acteur militaire le plus important. Mais ce qui ne veut pas dire que les États-Unis n'ont pas de problème d'autre ordre. Ce que nous, on voit, son plus grand obstacle, son plus grand défi est son système, enfin un mélange entre son système politique et la démographie. Donc le problème du système politique américain, c'est qu'il ne représente plus la réalité démographique. Vous vous souvenez peut-être des élections George Bush, le fils. C'était la première fois dans l'histoire des États-Unis, si je ne me trompe pas, que le vote populaire ne reflète pas le vote actuel, le résultat actuel. Et on a vu une deuxième fois avec Trump. Pourquoi? Parce que le système de Electoral College ne reflète plus le fait que dans les États en question, il y a un mouvement démographique. Donc les gens ont déménagé dans d'autres États et ces États n'ont pas le poids adéquat. Donc ce que vous voyez dans les tensions au sein des États-Unis n'est pas que un populisme, c'est pas que les valeurs, c'est le fait que vous avez un système politique qui, dans les faits, ne reflète pas
la volonté de la majorité. Donc ça, c'est quelque chose, et ça va être très compliqué parce qu'il faudrait changer la Constitution, mais ça reste un défi qui va affaiblir les États-Unis à l'intérieur. Troisièmement, et je vais m'arrêter là-dessus, nous et les autres. C'est aussi une tendance. Alors, les autres, parce que je ne sais pas si vous connaissez le livre The Rise of the Rest, donc cette idée que le monde occidental, le monde dominé par les Occidentaux, c'est terminé. D'autres puissances sont en pleine croissance, peut-être pas autant que les Chinois, mais vous voyez très bien qu'au Moyen-Orient, par exemple, l'Arabie Saoudite, la Turquie, l'Iran, en Amérique latine, le Brésil, l'Inde, évidemment, sont toutes des puissances qui ont une ambition, une économie qui fait qu'ils ont aussi les moyens maintenant d'être plus en action. Ça ne veut pas dire que nous, l'Occident, nous les Européens, on va perdre d'influence, mais il faudrait redéfinir comment on gère nos relations avec les autres, comment on se définit nous, entre nous, et je sais que voilà, on vient d'avoir une discussion avec Elvire. La grande question, c'est évidemment, les Européens vont-ils réussir à faire plus de choses communes ou pas? Parce que une chose est claire, si on est à 27, évidemment, on a le plus grand réseau diplomatique, 10 fois plus grand que les Américains, 10 fois plus grand que les Chinois. On a plus ou moins une capacité militaire équivalente des États-Unis, mais vraiment que regardant les chiffres, pas dans les faits. Donc le grand potentiel, c'est évidemment l'Union européenne, l'intégration européenne au niveau géopolitique et de défense. Et là, je vois que ça bouge dans la bonne direction, mais pas encore assez. Et puis je vais m'arrêter là parce que je crois qu'on pourra en discuter. D'accord, oui, alors effectivement, on reviendra sans doute sur l'Union. Enfin, est-ce que l'Union européenne peut être une sorte de puissance émergente dans le domaine géopolitique? Voilà, qui est une vraie question. Mais on peut peut-être d'abord donner la parole à Elvire pour nous tracer un petit peu les mêmes choses, les grandes lignes de force dans les recompositions du paysage, alors plutôt sous l'angle géoéconomique, en partant du constat que depuis quelques années, on a quand même des fermetures. Hein, on n'est plus dans une économie monde totalement ouverte telle qu'on la voyait se dessiner depuis un certain nombre d'années. On a des fermetures très fortes qui se sont quand même matérialisées, notamment au moment de la crise Covid, de manière un peu encore plus forte, mais ces mouvements de fermeture divers, est-ce que ce sont des mouvements de fermeture qui sont finalement assez conjoncturels, liés notamment à des tensions géopolitiques qui peuvent être passagères, ou bien est-ce que, d'après toi, on est rentré durablement dans un nouveau monde de fermeture, et si oui, quelle forme ça peut prendre? Est-ce que c'est des grands blocs, c'est le retour de la guerre froide? Merci François et bonjour à tous. Alors, tu m'avais donné comme horizon 2040. Et j'ai trouvé ça particulièrement difficile, là, de se projeter à si long terme. Ça paraît très, très loin, compte tenu de l'accélération de l'actualité des initiatives qui sont prises de part et d'autre, côté américain, côté chinois, parce qu'en effet, la Chine est au cœur de toutes les interrogations qu'on peut avoir dans la recomposition du paysage géoéconomique. Alors, d'abord, je pense qu'il faut commencer par un constat, s'accorder sur le point de départ, 2023. On ne peut pas parler à l'heure actuelle de démondialisation. Si on prend les chiffres des échanges commerciaux en 2022, on a encore battu un record dans les échanges mondiaux. Alors évidemment, il y a un effet de rattrapage sur 2021, 2022. Et déjà pour 2023, l'Organisation mondiale du commerce prévoit, a revu à la baisse ses estimations de croissance du commerce mondial à seulement 1%. Mais par ailleurs, les échanges de services, de données, ne font qu'augmenter. Donc ces estimations à court terme, elles correspondent plutôt à une anticipation d'une baisse de la demande face à l'incertitude. Le facteur sur lequel on se... Ce qui a été déterminant là récemment, ça a été la façon dont les entreprises sont passées du stade de la planification à la mise en œuvre de leur diversification, mais ça a été plus de stockage et de diversification que de relocalisation. On n'a pas encore un mouvement significatif de reshoring, relocalisation sur les marchés nationaux. Et en revanche, on a même un allongement des chaînes de valeur pour aller sourcer, pour aller garantir un accès à des matières premières stratégiques ou des marchés qui restent avec une forte demande. Toute l'attention, je dirais, pour prévoir des scénarios un peu à moyen long terme, elle est concentrée sur les découplages États-Unis-Chine. Et notamment la façon dont chacune de ces deux puissances va évaluer ses vulnérabilités et la façon dont elle va exploiter
l'argument de la sécurité nationale pour adopter des mesures plus offensives. Ça va dépendre aussi de l'évolution interne de la Chine. Il y a beaucoup d'interrogations. Et l'accélération de ces découplages sans que ça puisse provoquer une bascule dans une situation de guerre qui n'est plus simplement guerre économique, mais guerre militaire. Alors je crois qu'on peut exclure à ce stade un scénario coopératif. Je ne voudrais pas assombrir ce qui n'est encore qu'un début de réflexion collective, mais le scénario coopératif, il n'est pas à court terme envisageable dans la mesure où il y a un soutien transpartisan entre républicains et démocrates très fort à ce découplage avec la Chine et qu'on ne voit pas bien de revirement de cette situation. Et par ailleurs, pour ce qui est du facteur, l'impact de la guerre en Ukraine, ce que j'aurais envie de retenir, c'est plus la façon dont ça va, à moyen terme, affaiblir plus ou moins l'Union européenne et provoquer plus de dépendance de l'Union européenne vis-à-vis de la Chine. Alors les 3 scénarios que j'ai envie de vous présenter, enfin vous proposer, c'est tout d'abord un scénario de coexistence et multipolarité, un deuxième scénario de fragmentation et désordre, et un troisième scénario d'invasion de Taïwan avec un choc massif sur la mondialisation. Le premier scénario, coexistence et multipolarité, il part d'abord d'un facteur qui serait un ralentissement de l'économie chinoise, qui n'a pas réussi son rebond de consommation post-Covid, avec un XI qui continue à renforcer le poids des entreprises publiques, mais qui a noyauté plus le secteur privé, et donc moins d'élan d'innovation technologique de la Chine. Et un découplage du côté américain qui est agressif, mais qui reste limité au secteur technologique, alors que par ailleurs, la dépendance économique reste importante entre les États-Unis et la Chine. Et on avait vu déjà en 2021 une augmentation des importations américaines de produits chinois, mais pas évidemment dans ce qui concernait le secteur technologique. Si les États-Unis engage une démarche coopérative et de coordination avec les pays qu'il qualifiait de fiables, on peut imaginer plus de rapprochement transatlantique, un renforcement des chaînes de valeur plus au niveau transatlantique, et donc un alignement de l'Union européenne aussi plus sur les États-Unis. Ça conduirait de manière plus globale à partiellement de la relocalisation, mais aussi plus de friendshoring, de renforcement donc des chaînes de valeur entre pays qualifiés de fiables, et c'est là aussi où il y aurait pas mal de discussions à poursuivre, et finalement une logique de régionalisation qui n'est pas une logique nécessairement géographique, mais qui serait plus fondée sur des logiques d'alliance. L'Organisation mondiale du commerce survivrait, mais serait essentiellement une sorte de forum d'interaction. Et les États-Unis chercheraient à promouvoir un nouvel ordre mondial -1, moins la Chine, et qui serait basé beaucoup plus sur les nouvelles réglementations qui permettent d'utiliser les nouvelles technologies et qui serait elle-même un peu la nouvelle base d'une nouvelle réglementation mondiale. Avec un bloc de non-alignés qui naviguerait entre 2 espaces de régulation, ces 2 grands espaces, et probablement une plus forte intégration du sud-est de l'Asie. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est un scénario de fragmentation et désordre. Il part davantage d'un constat d'une Chine qui se serait réouverte, qui, pour assurer son rebond économique, aurait réouvert son marché davantage aux investissements étrangers et qui aurait renforcé sa capacité d'innovation, qui devient donc aussi plus menaçante pour les États-Unis, et une politique America First qui se durcit, qui est plus agressive, qui dépasse simplement le secteur des nouvelles technologies et qui conduit à une escalade de mesures de rétorsion à la fois du côté américain et du côté chinois. Et ça n'aura échappé à personne que les États-Unis ont pris des mesures très fortes en octobre dernier sur les restrictions aux exportations de semi-conducteurs. La Chine, semble-t-il, est en train d'envisager la restriction aux exportations des plaquettes des panneaux solaires, dont elle assure le monopole à l'échelle mondiale. Donc lorsque l'on parle de transition verte, de toutes les technologies dont on a besoin, on voit déjà toutes les ruptures d'approvisionnement qui peuvent être envisagées, sans compter sur
le monopole de la Chine sur le raffinage des minerais stratégiques, des terres rares, dont parlera évidemment Nicolas tout à l'heure, et à court terme, en tout cas, du levier qu'elle détient. Ce serait un scénario dans lequel on assiste à un écrasement des règles de fonctionnement des échanges multilatéraux, enfin, des échanges commerciaux, donc des règles multilatérales. Et donc, ça conduirait à une diversification beaucoup plus désordonnée, avec des risques de rupture beaucoup plus forts. Et un positionnement des pays du Sud qui serait beaucoup plus lié à des critères d'alliance sécuritaire, des garanties de sécurité qui pourraient être apportées par l'une ou l'autre des puissances. Et une multiplication des risques de foyers de conflit. Le troisième scénario, je serai plus brève, c'est celui d'une invasion de Taïwan, avec un choc massif sur la mondialisation. Et là, sans rentrer dans la discussion sur les modalités de cette invasion, invasion militaire, blocus économique, c'est plutôt la question de l'échéance. Si Xi était poussé à envisager une invasion à plus court terme, assez rapide, à un stade auquel les États-Unis ne seraient pas encore parvenus à réduire leur dépendance sur les importations de semi-conducteurs venant de Taïwan. Et pour rappel, actuellement, Taïwan fabrique 65% des semi-conducteurs du monde, 90% même des les plus avancés. Ça veut dire que c'est 65% des exportations mondiales qui dépendent aussi de ces semi-conducteurs, que ce soit les semi-conducteurs eux-mêmes, les biens qui en contiennent ou les biens qui ont besoin de ces semi-conducteurs pour la fabrication. Et par le détroit de Formose passe 48% de la logistique commerciale mondiale. Donc il y a aussi tout le blocage de cette logistique qui serait affecté. Ça veut dire un choc massif sur toutes les chaînes mondiales de valeur, si ça devait conduire au scénario évidemment que tout le monde veut éviter, y compris Washington, mais d'un conflit militaire, multiplication des pénuries, effet domino majeur sur toutes les entreprises qui n'ont pas constitué leur stock. Et alors là, si on veut se projeter à l'horizon 2040, quel nouvel ordre mondial après une troisième guerre mondiale, c'est évidemment la grande question ouverte. Ce que l'on peut simplement avoir à l'esprit, c'est sans doute un rôle plus important des pays du Sud aussi dans ce qui serait à ce moment-là la reconstitution d'un ordre mondial. Voilà. Merci beaucoup, Elvire. Bon. Si on a posé cette question des scénarios géopolitiques il y a 4 ans, je ne sais pas si on aurait pu oser aller aussi loin que ce que tu viens d'exposer. Donc, ne serait-ce que ça, c'est assez intéressant. Vous avez tous les deux, et notamment toi, insisté sur la question des ressources. Alors, notamment dans ton dernier scénario, qui finalement nous ferait rentrer dans une certaine sobriété numérique. Mais vous avez tous les deux insisté sur le fait qu'il y avait cette question des ressources était un élément tout à fait clé dans l'organisation des relations de puissance. Donc ce qu'on a demandé à Nicolas, c'est justement de pouvoir revenir un petit peu sur cette géopolitique des ressources. Il y a des transformations assez fortes, y compris issues de la première table ronde qu'on a eue tout à l'heure sur les transitions environnementales, qui en fait changent la façon dont les ressources structurent et l'accès aux ressources structurent les relations de puissance. Donc voilà, le défi là pour Nicolas, c'est en quelques minutes de pouvoir nous présenter un peu les quelques axes qui nous permettent de s'interroger de manière prospective sur cette prospective des ressources énergétiques. Alors, je te remercie. Effectivement, je vais me focaliser sur les ressources énergétiques parce que parler de l'ensemble des ressources, je pense qu'il me faudrait un tout petit peu plus de temps eu égard à la multiplicité, mais je ne vais pas, ne vous inquiétez pas, m'empêcher de temps en temps de faire des petites digressions. Alors la première chose, c'est... Hop. Si je la démarre pas, ça marchera pas. La première chose, c'est avant de passer justement sur cette question de ressources globales, et quand on parle de ressources, je vais surtout vous parler en fait de métaux dits stratégiques. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le petit problème, c'est que tous les métaux tendent à devenir stratégiques. Mais avant d'entrer dans ce domaine-là, la première chose dont je voulais parler, puisqu'on parle de ressources et de ressources énergétiques, c'est de parler de ces maudits hydrocarbures qui représentent quand même, qu'on le veuille ou non, à l'heure actuelle, 85% de notre consommation énergétique européenne, avec ce qui est non pas de la prospective, puisque c'est déjà l'actualité, mais la décontinentalisation des flux d'hydrocarbures depuis le début du conflit en Ukraine. Donc là, c'est une comparaison
d'un mois sur l'autre, de mois de juillet 2021 au mois de juillet 2022. Donc c'est pas une comparaison glissante, c'est vraiment une comparaison entre deux images prises à instant T pour vous montrer justement qu'avant on était dans un système très continentalisé, très eurasiatique, si vous me permettez cette expression avec tous les guillemets qu'il est nécessaire de lui appliquer. Et aujourd'hui, le mouvement qui est engagé et qui est un mouvement qui va se poursuivre, donc ce mouvement de décontinentalisation, ce mouvement de remaritimisation, justement, des échanges énergétiques qui nous envoie vers le continent américain dans son ensemble, et pas spécifiquement l'Amérique du Nord, mais aussi beaucoup l'Amérique du Sud. Et là aussi, autre chose de très intéressant, c'est que ça donne un corps beaucoup plus fort et beaucoup plus, j'allais dire, réel à la notion d'Indo-Pacifique, avec une dépendance qui ne fait que s'accroître et qui ne va faire que s'accroître aux hydrocarbures plutôt de nature brute du Golfe arabo-persique, qui n'est finalement qu'une extension de l'océan Indien, mais aussi, pour l'instant, aux produits raffinés pétroliers que nous importons d'Inde, justement, avec la substitution des produits pétroliers raffinés que nous importions auparavant depuis la Russie. Donc déjà, ça c'est finalement un premier mouvement, et effectivement qui va un peu dans cette idée de dire que, quelque part, on est là aussi sur une forme de remondialisation, puisque cette décontinentalisation a voulu aussi dire pour les Européens une diversification, quelque part en termes géographiques, de leurs approvisionnements. Après, maintenant, je vais arrêter totalement de vous parler d'hydrocarbures pour passer sur autre chose. Puisque justement, on se projette un petit peu dans l'avenir, et l'idée, c'est de regarder que la transition énergétique, alors j'emploie toujours le mot transition, malgré ce qu'on a pu dire tout à l'heure. Donc le passage d'un système dominant énergétique à un autre, rappelez-vous ce que je viens de vous dire, on est toujours sur 85% d'hydrocarbures, donc la transition, c'est un mouvement qui est engagé, mais qui pour l'instant est un mouvement émergent. Cette transition énergétique, elle va se faire en partie suivant une logique qui est relativement simple, qui est l'imbrication, pour ne pas dire l'intrication, de plus en plus forte entre le domaine énergétique, qui est un domaine qui va s'électrifier de plus en plus. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, en Europe, on est sur l'ensemble des usages énergétiques à en moyenne 22%. Donc l'électricité aujourd'hui, en Europe, ça reste un phénomène qui est limité par rapport aux autres usages énergétiques, aux autres sources d'énergie. Et la France est l'un des pays les plus avancés au monde avec 25%. Donc là aussi, on va sur un monde qui va s'électrifier et qui, en s'électrifiant, va se numériser. Et quand on réfléchit bien, pour ça que je suis à la fois spécialiste de l'énergie et du cyber, finalement, le cyber et l'énergie, c'est la même chose, c'est l'électron pris sous ses deux natures. Soit le porteur d'information, soit le porteur de charge électrique, mais finalement, on arrive à la même chose. Et ça va créer une nouvelle pression sur les ressources, parce qu'on va avoir de plus en plus en fait un double système où on va électrifier, notamment avec des énergies renouvelables, et d'un autre côté, on va numériser, notamment pour améliorer la performance des systèmes. Et là, on parlait de chaînes de valeur tout à l'heure, on va voir justement le bouleversement qui est en cours justement sur ces chaînes de valeur, qui sont des chaînes de valeur énergétiques et numériques à la fois, qui vont faire entrer d'autres acteurs et qui vont nous amener avec une transition depuis l'hydrocarbure vers ce système globalement électrifié, globalement numérisé, vers là aussi une rupture conceptuelle qui est que jusqu'à présent, on était plutôt dans un système où on était globalement dépendant d'une ressource, pétrole, gaz, charbon, à un système où la dépendance va s'établir suivant un double mode, la dépendance à la ressource, qui va être moins visible mais tout aussi importante et qui va passer de l'hydrocarbure vers les métaux stratégiques et vers la variété des métaux stratégiques, et en même temps, la dépendance à la technologie, et donc à la norme, et donc au rapport de puissance. Puisque moi, si je dois vous donner aujourd'hui, si je regarde les 60 dernières années, qu'est-ce que c'est que la définition de la puissance? Alors, je vais mettre une nouvelle couche, la capacité à édicter de la norme à portée globale. C'est l'ensemble de la puissance américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et c'est aujourd'hui l'ambition majeure de la Chine. Et on va voir comment, dans le domaine énergétique, cette chose-là, en fait, est déjà en train d'arriver. Donc la première chose, c'est de se dire, si on échange cette dépendance hydrocarbure à une dépendance métaux, où va-t-on chercher ces métaux? Aujourd'hui, vous voyez à peu près où est-ce qu'on va chercher les métaux en question. Donc quand même dans des pays qui ont, pour la plupart d'entre eux, des ambitions géopolitiques fortes, parce que pour certains, ils en ont les moyens et les capacités, qu'elles soient diplomatiques, qu'elles soient militaires, qu'elles soient économiques de manière globale. Donc là aussi, ça fait évoluer un certain nombre de rapports de puissance. La deuxième chose, c'est de se dire que ces ressources, elles sont disponibles dans des concentrations et des qualités qui sont extrêmement différentes.
Vous avez des vrais monopoles, vous avez des faux monopoles, vous avez des quasi-monopoles, vous avez des choses qui peuvent facilement évoluer, des choses qui peuvent difficilement évoluer. On parlait des terres rares. Effectivement, la Chine aujourd'hui est très dominante sur la production des terres rares. Or, la Chine a moins de la moitié des ressources mondiales. Ça peut tout à fait être substitué à partir du moment où se créeraient de nouvelles chaînes de valeur dans d'autres pays. Je pense notamment à un pays particulier qui est le Brésil, qui a les deuxièmes ressources mondiales en terres rares, qui n'en exploite quasiment pas. Donc là aussi, il y a des potentialités. Et au contraire, vous avez des situations qui, elles, sont beaucoup plus verrouillées, parce que la ressource est peu substituable et très concentrée. Je prends le cas d'une ressource très particulière qui est le niobium, qui est notamment utilisé dans l'industrie nucléaire. 95% de la production mondiale au Brésil, 90% de la réserve mondiale au Brésil. Donc là, pour le coup, l'effet de substitution, il va être beaucoup plus complexe. Mais néanmoins, on voit que vont réapparaître, justement, là j'ai pris un certain nombre de métaux stratégiques qui sont indispensables à la transition énergétique, tout au moins dans les technologies actuelles, ou dans les technologies qu'on voit arriver. On va retrouver les usual suspects, notamment que sont la Russie et la Chine. Donc penser qu'on a fait une décontinentalisation des hydrocarbures ne veut pas dire forcément qu'on fera une décontinentalisation sur l'ensemble de nos dépendances stratégiques, tout au moins en l'état. Là aussi, ça recoupe des réalités très différentes. Je me focalise sur les deux principales ressources stratégiques nécessaires à la constitution de batteries. Batteries suivant le modèle dominant actuel, qui est le modèle dit lithium-ion à phase liquide. Et donc, les deux principales ressources nécessaires, c'est le lithium et le cobalt. Vous voyez que sur le cobalt, finalement, malgré la croissance de la demande de batteries, on est sur des choses qui sont relativement plates, avec une ultra-domination en termes de production de l'acteur République démocratique du Congo. À ce niveau-là, très pris en main par la Chine. Et au contraire, sur la question du lithium, là, une véritable explosion de la production avec une évolution assez marquée là aussi de la place d'un certain nombre d'acteurs. Et vous voyez qu'il y a des acteurs qui investissent de manière plus ou moins forte, de manière globale là-dessus. Mais ça, j'allais dire, ce sont uniquement des images à instant T de production. Je vous ai dit, on va vous parler de chaîne de valeur. L'intérêt, c'est de regarder la stratégie chinoise. Au début des années 2000, la production du lithium, c'est un oligopole entre 5 entreprises relativement bien réparties. L'ensemble de la stratégie chinoise, depuis le milieu des années 2000, depuis le 12e plan quinquennal, ça a été, c'est affirmé à l'intérieur, de devenir le leader mondial des batteries. Et ça commence par une vision en chaîne de valeur qui se passe dans le cas du lithium, avec l'ouverture de nouvelles mines, la création de relations particulières avec des États producteurs, notamment la Bolivie, la capacité à investir très fortement dans la R&D, à attirer des systèmes de production délocalisés, notamment d'autres entreprises asiatiques, japonaises et coréennes au départ, pour apprendre la capacité justement à développer sa propre technologie à des coûts relativement bas en faisant de l'écrasement de coûts par effet d'échelle, c'est-à-dire en créant de méga-usines de batteries après au travers d'entreprises chinoises ou de joint ventures. Dans le même temps, on sécurise les approvisionnements, donc on sécurise des approvisionnements en lithium, on sécurise des approvisionnements en cobalt, on développe des méga capacités de production de la batterie. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, à instant T, 80% des batteries mondiales sont fabriquées par des acteurs chinois. Ça s'appelle une stratégie intégrée. Et l'ultime étape, ou les deux ultimes étapes, c'est la domination du recyclage, puisqu'on est sur une chaîne de valeur tout intégrée jusqu'à la consommation au recyclage. Inutile de vous dire que les entreprises chinoises, notamment les acteurs étatiques et para-étatiques, investissent très fort en ce moment sur le recyclage de batteries, parce que là, ils comprennent bien qu'il y a aussi quelque chose à gagner. Et dernière chose, sur la norme. Vous regardez aujourd'hui l'ensemble des comités normatifs internationaux, notamment les comités ISO sur les technologies énergétiques émergentes. Vous allez voir que 99% du temps, vous avez une bataille d'influence, appelons-la comme ça, entre des représentants américains et des représentants chinois. Et les représentants chinois sont extrêmement présents, notamment dans la question des technologies énergétiques. Donc voilà un petit peu comment les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui. Et comme je vous le disais, là je vous ai mis par exemple un graphique d'évolution des prix, parce que pour l'instant on parle beaucoup de géopolitique, mais quand on parle d'énergie, quand on parle de ressources, c'est à la fois de la géopolitique, c'est-à-dire des rapports de force sur ou par des territoires, mais c'est aussi de l'économie, c'est donc un rapport aussi à de la rentabilité économique, à des cycles industriels, à des chaînes de valeur et à un certain nombre de choses qui sont décidées là aussi, pas forcément par des acteurs politiques. Je reprends un petit peu ce que je vous disais au départ, décontinentalisation des flux, l'impact stratégique justement de la guerre en Ukraine. Un exemple très simple, ça ce sont les cours mondiaux du nickel. Alors, le nickel c'est l'un des rares métals qui bénéficie de cours mondiaux, on en a très très peu. La Russie est un acteur extrêmement important, alors c'est pas le seul acteur, mais c'est un acteur très important
sur le nickel. Le nickel, c'est probablement le métal le plus indispensable à la transition énergétique avec le cuivre, hein, c'est les deux plus importants. C'est techniquement pas un métal rare, ben vous voyez l'explosion des prix, l'explosion des cours, et donc la capacité de pression d'un certain nombre d'acteurs sur les marchés internationaux, dans ce cas-là la Russie, par rapport à ces métaux de la transition énergétique. Donc comme je vous le disais, on est en train de passer dans un nouveau système où avant on avait des dépendances très visibles, très marquées à une ressource. Maintenant, on arrive dans un système global où on a des multidépendances à certaines ressources beaucoup plus cachées et où en même temps on va créer aussi des dépendances à des technologies parce que la grande bataille aujourd'hui elle se fait sur la norme. Merci. Merci beaucoup à vous trois. Alors, on avait envisagé aussi une question sur les ruptures moins probables, mais possibles, que vous pouvez voir, peut-être terminer là-dessus. Mais d'abord, peut-être qu'on peut avoir un petit temps de discussion et puis peut-être aussi prendre les questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas à les poser sur l'application, puis on va les faire apparaître. Moi, j'ai peut-être une première question un petit peu transversale, qui est que finalement, les paysages que vous nous décrivez, je ne sais pas s'il est complètement plus lisible après vos exposés qu'avant, en fait. Voilà. En tout cas, c'est ma réaction. Ça montre une grande complexité, finalement, imbrication des économies. Donc, c'est vrai que les scénarios un peu binaires qu'on peut avoir, voilà, on va vers la guerre froide, ou on va vers une atomisation des États, etc. Bon, finalement, on voit bien qu'il ne marche pas très très bien et qu'en fait, on va avoir un petit peu de tout ça et surtout qu'on a une intrication quand même extrêmement forte encore aujourd'hui et qui est peut-être en train de s'accentuer encore plus, à la fois des économies, mais aussi sur les aspects technologiques. Tu as mentionné, Elvire, le fait que les chaînes de valeur avaient plutôt tendance à s'accentuer, que le commerce mondial ne se restreignait pas, etc. etc. Donc finalement, dans ce paysage-là, qui est plutôt celui d'une plus grande interpénétration des économies et des technologies, en même temps d'affirmation d'un certain nombre de discours de puissance, voire d'autonomie stratégique. Vous avez insisté aussi beaucoup sur la puissance d'élaboration des normes. Bon. Est-ce qu'on est en capacité de voir justement émerger une diversité de normes, voire plusieurs mondes de normes, sachant qu'a priori les acteurs économiques ont plutôt tendance à essayer d'imposer leurs normes à tout le monde pour avoir un marché plus conséquent. Mais est-ce qu'on peut voir émerger justement des normes à la fois chinoises et américaines qui pourraient être un petit peu différentes, ou occidentales et asiatiques qui pourraient être un petit peu différentes, ou bien est-ce que finalement, et donc avec une scission progressive des mondes technico-économiques, ou bien est-ce que finalement cette option-là est quelque chose qui n'est pas du tout envisageable? Il y a une question annexe mais importante. Dans cette course à la puissance technologique et aux normes, quelle place pour l'Europe? Est-ce qu'il y a une place pour l'Europe? Est-ce qu'il pourrait y en avoir une ou pas? Je ne sais pas qui veut commencer à répondre, peut-être Elvire si tu veux, et puis... J'ai envie de dire d'office, oui. C'est-à-dire qu'on a déjà un peu ces deux blocs qui commencent à émerger, bloc américain, bloc chinois, avec une Chine qui a une ambition de plus en plus forte de promotion de ses propres normes, d'un côté, et de l'autre, les États-Unis qui ont adopté une stratégie de promotion de leurs normes plus agressives, d'une certaine façon. Ils ont renoncé à signer des accords commerciaux qui donnent plus d'accès à leur marché et à vouloir obtenir plus d'accès au marché des pays tiers. En revanche, ils se concentrent sur des formats de forums de coopération qui tendent beaucoup plus à discuter des normes digitales, des normes liées à le développement de ces nouvelles technologies. Et c'est ce qu'on retrouve finalement aussi au sein du Conseil de commerce et de technologie au niveau transatlantique. C'est que c'est un effort aussi de coordination. Et on voit à la fois tout l'intérêt qu'il y a entre, par exemple, les États-Unis et l'Union européenne à renforcer cette coordination pour peser au niveau transatlantique face à des normes chinoises. Et c'est en effet celui qui sera sur la frontière technologique qui aura cette capacité de promotion des normes. Et en même temps, pour les Européens, il y a aussi cette volonté de développer nos propres normes. C'est ce qu'on a fait avec le Digital Market Act et les deux grandes initiatives sur le marché digital dans l'Union européenne. Et c'est ce qui fait que actuellement, on a aussi autant de mal à se mettre d'accord en transatlantique parce qu'on a des approches différentes de circulation des data, la façon dont va se structurer tout ce monde digital. Mais en effet, ce que l'on
ce que les entreprises anticipent de plus en plus, c'est 2 espaces de régulation et de réglementation avec lesquels il faudra qu'elles composent, et probablement l'intérêt aussi de dissocier des chaînes d'approvisionnement entre ces différents espaces. Merci beaucoup. Nicolas, tu veux compléter ou réagir là-dessus? Oui, volontiers. Alors, il y a une norme dont on n'a pas parlé, et je prends volontairement le mot norme. Ça s'appelle la norme des échanges internationaux, le dollar américain. Il faut quand même voir qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, et depuis la fin du compromis de Bretton Woods en 1971, c'est quand même le fait que le dollar est le système standard d'échanges internationaux qui est grandement et très grandement aussi constitutif de la puissance américaine. Donc, si évolution normative majeure il y a, de la part de la Chine qui est en train d'essayer de tenter justement de créer des espaces dédollarisés, ça se fera aussi par rapport à ça. Et c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que la norme majeure aujourd'hui, c'est celle-là. Et tant que ce totem-là demeurera, je rappelle que le pétrole, qui est la principale source d'énergie mondiale, est monocoté en dollars, etc. Enfin, il y a des choses qui sont assez structurantes là-dedans. C'est vraiment le pilier central de l'économie mondiale, hein, le dollar américain. Tant qu'on restera là-dessus, ce sera très difficile d'avoir véritablement des découplages. Il y aura des découplages à la marge, il y aura effectivement des volontés de régulation un peu différentes, des tentatives de la part de certains blocs. Bon, effectivement, on pense à l'UE avec la première tentative qui avait été le RGPD sur la question de la protection de la vie privée des citoyens européens en ligne. Très bien, mais tant qu'on aura en fait ce système central et non remis en cause de manière globale, finalement, il n'y aura pas forcément, à mon sens, de grosses évolutions, de grands changements normatifs. Ce sera des changements à la marge. Après, par contre, si demain, il y a vraiment création d'un espace économique différent avec une norme d'échange économique différente qui ne soit pas le dollar américain, là, il risque d'y avoir des bouleversements qu'on n'anticipe pas, ou tout au moins de nature extrêmement forte. Ok, merci beaucoup. Alors, peut-être Florence, justement, parce que là, tu parles de monnaie, ce qui est important, mais en Europe, on a quand même l'euro, c'est pas mal l'euro. Et puis, on parle souvent de l'Europe comme puissance normative aussi. Alors, peut-être parce qu'on ne sait pas faire très bien autre chose. Mais Bah oui, je pense que c'est presque une question philosophique. Alors, d'un point de vue juridique et normatif, c'est vrai que l'Union européenne se considère et est considérée comme puissance normative. On attend là actuellement, par exemple, la proposition de la Commission en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tout le monde s'attend à ce que ce sera ce document-là, qui va évidemment pas seulement être la norme en Europe, mais aussi ailleurs, et qui limite justement l'utilisation de l'intelligence artificielle en tout ce qui concerne le service de sécurité, notamment police, etc. Donc c'est considéré comme donc pas une décision qui nous concerne uniquement nous, mais aussi le monde entier. Je pense que ça, effectivement, ça c'est un des exemples, mais il y en a d'autres. Mais je pense que dans cette discussion qu'on a en général sur l'avenir, le rôle de l'Europe, l'Occident, etc., tu disais, c'est pas la guerre froide. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'analogie historique. Et donc, le réflexe, c'est de regarder les chiffres et de développer un narratif qui est très dangereux et qui est très nocif, c'est celui du déclin. On sera plus petit, notre économie sera plus petite, donc on sera moins important. Mais en fait, ce qui a fait que, enfin, pas que, mais une des raisons pour lesquelles l'Europe a dominé le monde, c'est ses idées. Que ce soit le Code Napoléon, qui est aujourd'hui encore la norme pour quasiment toutes les lois au monde, ou la démocratie, même si c'est vrai, depuis 2 ans, elle est un peu en chute, en baisse au niveau global. La démocratie n'est pas un système, il ne faut pas se faire des innovations, ce n'est pas un système fort par définition. Sa faiblesse, c'est justement sa force, c'est qu'elle reflète régulièrement et tout le temps tout ce qui se passe au sein des sociétés. Alors, notre vrai défi pour moi, je pense, ça va être redéfinir, en tant qu'Européens, la démocratie dans un monde connecté, numérisé, tout ce que vous voulez, pour qu'elle soit adaptée à l'avenir. Parce que je crois que c'est ça qu'on peut apporter, pas que normes au niveau Commission européenne, mais quelles sont les idées qu'on a, qu'on peut contribuer à l'avenir. Et je crois que ça sera, enfin, c'est mon interprétation vraiment, au-delà de l'énergie, le monde militaire, l'économie, etc., notre contribution à l'avenir. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va peut-être prendre quelques questions qui apparaissent à l'écran. Alors, il y en a beaucoup. Elles sont aussi mentionnées par ordre d'amour.
que l'ensemble des participants ont pu leur mettre. Alors j'aimerais bien ne pas commencer par celle qui est la plus cotée, mais effectivement il y a peut-être quelques questions un peu plus spécifiques, géographiques. Il y avait une question sur l'Inde, il y a une question ici sur la fragilité du modèle social chinois, aussi qui est une question plus spécifique sur la Chine, et puis on pourra revenir après sur la question des équilibres entre rivalité géopolitique et puis transition climatique, enfin environnementale. Donc peut-être sur la place de l'Inde, c'est vrai qu'on ne parle pas tellement de l'Inde, voire on ne parle pas tellement de l'Inde, de l'Indo-Pacifique. Est-ce que vous avez des éléments à mentionner, je ne sais pas, Florence, peut-être sur ce sujet-là? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que l'Inde peut émerger effectivement comme une puissance vraiment à part entière et avoir une influence dans sa région, voire sur les équilibres globaux? Alors, l'Inde, c'est un cas très intéressant parce qu'on s'attend depuis 10 ans ou 20 ans, je ne sais même plus, à ce qu'elle prenne une place plus importante parmi les puissances internationales. Et jusqu'ici, ce n'est pas encore complètement le cas. Ce qui est, il y a un tas de raisons, mais le potentiel est toujours là. Donc, c'est pas parce que ça ne s'est pas fait jusqu'ici que ça ne se fera pas. On considère en Europe que l'Inde pourrait être un partenaire parce que c'est une démocratie, parce que le pluralisme de sa société fait que par structure, ça se prête à une mentalité qui ressemble un peu à la nôtre en ce qui concerne la démocratie, la négociation, etc. Son antagonisme avec la Chine fait aussi qu'elle pourrait être dans notre camp, si on veut le dire ainsi. Mais jusqu'ici, comme je disais, le potentiel n'est pas encore là. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Inde, donc je ne pourrais pas vous expliquer en détail, mais c'est lié aussi à son capital humain, c'est-à-dire c'est un pays énorme, mais c'est pas encore une économie knowledge economy, donc c'est encore pas encore. Mais je crois que toi tu pourrais dire plus que moi là-dessus, Elvire. Mais le potentiel est toujours là, donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça n'arrive pas, mais il y a aussi certains obstacles. En tout cas, en ce qui concerne l'Ukraine, l'UE considère que l'Inde est plutôt de notre côté. Si Elvire, tu veux compléter là-dessus? Je dirais que l'Inde actuellement est en position où elle est courtisée de toutes parts. D'abord parce qu'elle a en effet maintenu cette position un peu de neutralité pragmatique sur le conflit ukrainien, tout en achetant le pétrole russe, mais en se laissant approcher par les Américains, par les Européens, pour engager beaucoup plus de coopération sur le plan économique. Et en effet, le marché indien est vu comme l'alternative sous-exploitée à l'usine chinoise. Donc actuellement, il y a non seulement évidemment les amorces de déplacement d'usines comme Apple, on en a entendu un peu plus parler, mais il y en a d'autres, mais il y a surtout les négociations qui s'amorcent pour plus d'ouverture d'accès au marché indien, avec une Inde qui reste quand même très protectionniste. Donc il y a encore beaucoup d'indétermination sur... parce qu'elle Modi engage ces discussions, ces négociations, mais on ne voit pas encore le modèle économique et commercial indien évoluer de manière décisive. En revanche, est-ce que ce positionnement de l'Inde peut contribuer à créer un peu plus de cohérence ou à mobiliser un certain nombre de pays du Sud, ce Global South tel qu'on l'appelle aujourd'hui, qui aujourd'hui est quand même un ensemble encore très disparate. On s'attend en effet à ce que l'Inde puisse jouer un rôle géopolitique même un peu plus important. Merci beaucoup, Elvire. Alors, peut-être, Nicolas, je te réserve sur la partie changement climatique et lutte contre le changement climatique et rivalité géopolitique, si tu veux bien. J'aimerais bien revenir d'abord sur les questions des fragilités chinoises qui sont revenues aussi à plusieurs reprises dans les questions. Donc, vous avez mentionné, toi, Florence, tout à l'heure, tu as mentionné, tu as dit, finalement, la puissance, aujourd'hui, c'est plus uniquement la démographie. Et en même temps, une des fragilités mises en avant dans la question de l'économie chinoise, c'est le fait que la population
soit en baisse. Donc c'est quand même une question importante que tu as aussi relevée tout à l'heure, Elvire. Donc au-delà de ces questions donc, démographiques, au-delà aussi des questions économiques qu'elles peuvent poser, on met aussi souvent en exergue le risque de crise financière en Chine. Et puis il y a effectivement cette question du contrôle social et donc des éventuels mouvements de révolte, de contestation politique qui pourraient venir aussi mettre à mal le modèle chinois en quelque sorte. Est-ce que là-dessus vous avez des éclairs? Genre, vous n'êtes ni les uns ni les autres des spécialistes de la Chine, donc, mais est-ce que vous avez néanmoins des éclairages à fournir sur cette question-là? Peut-être, je ne sais pas, Elvire, sur les aspects de fragilité chinoise? Ce rebond économique chinois, post-zéro Covid, a priori, on attend qu'il y ait un effet de rattrapage parce qu'il y a eu notamment une énorme épargne accumulée par les consommateurs chinois. Mais il y a beaucoup d'interrogations, en effet, sur d'abord les signaux de contestation qui ont provoqué cette sortie du zéro Covid de fin novembre. Mais il y a un certain nombre de préoccupations sur des problèmes plus structurels de la Chine. La question démographique, elle est en effet essentielle parce que je crois qu'à l'horizon 2040-2050, on parle plus de moins de 100 millions de réduction de la population, mais ce qui est déjà énorme compte tenu de ce que ça implique sur la croissance économique chinoise et la capacité à assurer cette prise en charge, on le sait, des générations plus anciennes, avec un système de santé qui est très déficient et qui est mis à l'épreuve actuellement par la sortie du zéro Covid. Et il y a en effet encore beaucoup d'incertitudes sur la sortie de la crise immobilière, sur le système financier. Donc les points de fragilité du système chinois, indépendamment des orientations que va prendre Xi, vont peser sur les scénarios qu'on peut faire d'évolution de la Chine. Et encore une fois, sur ce que ça peut... ce que les États-Unis en tirent comme conclusion aussi, comme risque de menace. Merci, Elvire. Alors, il faut être très, très honnête. En ce qui concerne les transitions vers la démocratie d'un système autoritaire, la recherche n'a pas les réponses. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire dans quelles circonstances la Chine peut tomber, peut basculer dans un autre système ou que le peuple chinois se soulève et remet en question ce système. Ça peut arriver à tout moment, en théorie, mais en pratique, on ne sait toujours pas, quitte le printemps arabe, on ne sait pas à quel moment exactement un système politique bascule. Cela dit, on sait qu'il y a des hypothèses. On sait que avec la croissance économique, la classe moyenne est en train de grandir. En général, on dit que la classe moyenne porte la transition vers la démocratie. On sait que l'économie va avoir du mal à soutenir le rythme actuel. Donc ça pourrait effectivement arriver, mais il est impossible de le prédire ou de donner un chiffre exact. Alors, ce que disait Elvire tout à l'heure, je crois que ce qui est plus important pour le système international, c'est pas une fragilité politique, c'est plutôt une invasion de Taïwan. Qui pourrait avoir des effets économiques très importants. Après, évidemment, ça dépend des effets. Enfin, si on s'imagine une révolution comme le printemps arabe, où l'économie s'écroule complètement, effectivement. Mais ça, par exemple, je le vois pas en Chine. S'il y a un changement politique, ça ne sera pas accompagné d'un écroulement total de l'économie chinoise. Ça, c'est mon hypothèse, hein, mais je suis prête à être remise en question. Non, je suis tout à fait d'accord. Juste pour ajouter un point, tout le système de développement économique chinois de ces 2 dernières décennies s'est construit notamment sur l'enrichissement par la promotion immobilière, enfin, qui a été vraiment au cœur de la machine économique chinoise. Et la façon dont cette crise immobilière pèse aujourd'hui sur le message de prospérité et d'enrichissement et de constitution de cette classe moyenne est un vrai point de fragilité et qui peut expliquer, qui est un des facteurs d'explication du revirement de Xi sur sa politique de zéro Covid, parce que on était encore au moment du 20e congrès du parti communiste sur un message qui était l'idéologie prime sur l'économie. Et là, on a un revirement qui est quand même très fort, qui correspond à une inquiétude
de Xi sur ce ralentissement économique qui pourrait en effet pourrait avoir un effet un peu plus inflammable sur cette classe moyenne qui se retrouve à nouveau appauvrie. Merci Elvire. Peut-être pour terminer, et pour ne pas être trop long, je sais que Nicolas a une contrainte horaire, cette petite question finalement sur le fait de savoir si la lutte contre le changement climatique est compatible avec les rivalités géopolitiques. Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit sur le même registre, mais comment est-ce que tu as réagi par rapport à cette question? C'est presque une question philosophique, et en fait j'étais en train de me poser la question. En réalité, ce sont deux objets qui sont relativement différents de nature, et en réalité la réponse est oui et non. Non, si on part du principe que la rivalité géopolitique va engendrer le fait de vouloir avoir l'économie la plus compétitive, donc celle qui va avoir accès aux matières premières les moins chères, donc forcément à ce moment-là, on va faire des hydrocarbures, hein, très simplement. Donc on peut dire que ça va être un frein à la transition énergétique. Mais en même temps, on peut aussi le regarder totalement différemment. Et on peut se dire, en reprenant un peu l'exemple que je prenais sur la question des batteries, en réalité, ça peut aussi être un driver extrêmement intéressant, la rivalité géopolitique, dans la course aux technologies, notamment aux technologies vertes. Nucléaire de 4e génération, hydrogène, batterie, biocarburant, carburant de synthèse, stockage et utilisation du CO2. Parce que là, on voit déjà des modèles de compétition internationale sur ces technologies-là, qui sont en fait des technologies qui, in fine, vont permettre de lutter contre le changement climatique. Donc là aussi, on peut aussi considérer qu'on peut avoir un effet d'entraînement positif de la rivalité géopolitique pour être la puissance, entre guillemets, la plus verte, la plus vertueuse, et celle qui est capable de proposer les technologies les plus efficaces pour la lutte contre les changements climatiques. Par parenthèse, c'est en partie la stratégie de la Chine dans son affichage international. Bon, quand on connaît la réalité environnementale de la Chine, c'est un peu osé, mais toujours est-il que la Chine a pour objectif, et à l'heure actuelle, est le champion des technologies vertes. Merci beaucoup Nicolas. Alors peut-être pour terminer cette table ronde, est-ce que, on est dans un forum des futurs consacré aux ruptures, est-ce qu'en 1 minute chacun, vous êtes en capacité de nous alerter sur des ruptures dont on n'aurait pas déjà parlé, qui sont peut-être très improbables, mais dont vous estimez que les participants ici présents devraient se préoccuper et donc qu'il faudrait prendre en considération parce que leurs impacts sont potentiellement importants. Alors, bon, tu as parlé déjà de Taïwan, donc ça c'est fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres ruptures de ce type-là qu'il faudrait pouvoir prendre en considération? Je ne sais pas, Nicolas, peut-être pour commencer. Deux, très rapidement, parce que ce sont des ruptures qui sont effectivement improbables, notamment sur le domaine de la rentabilité économique. Ça ne veut pas dire que la technologie n'existe pas, mais pour l'instant, elle n'est pas rentable. Un, c'est le nucléaire de 4e génération, avec une ouverture massive des usages du nouveau nucléaire, propulsion spatiale, cogénération thermique, production d'hydrogène, non pas hydrogène à partir d'électricité, mais en dissociation thermochimique de la molécule d'hydrogène. Je suis désolé, je ne rentre pas forcément dans les détails, mais ça, première chose, donc multiplication des réacteurs de 4e génération pour des tas d'usages au-delà de l'usage purement électrique. Le deuxième, c'est, là aussi la technologie existe potentiellement mais n'est pas rentable économiquement, production de carburant de synthèse à partir de séquestration du CO2 d'une part et d'hydrogène vert de l'autre en circuit quasi fermé. C'est-à-dire que si on fait de la séquestration de CO2 en sortie d'un moteur thermique et que ce CO2, on peut le réutiliser pour après faire un hydrocarbure de synthèse par ce qu'on appelle le procédé Fischer-Tropsch, on peut quasiment arriver à un circuit fermé. Une fois de plus, on est dans la rupture, on est dans l'improbable. Et on est dans la technologie. Sur les scénarios ADEME, tu aurais voté pour le scénario du secours, du salut par la techno. Je sais pas, Florence? J'en ai trois. Alors, la première, on est en train de la vivre. C'est la rupture qui viendra d'une manière ou une autre à la fin de la guerre en Ukraine. Parce que ça sera décisif pour l'avenir de la Russie. Donc, est-ce que la Russie se retrouvera à la fin de cette guerre comme l'Allemagne en 1945 ou comme l'Irak en 1988 déterminera sa trajectoire et son ambition au niveau géopolitique. Donc, c'est pour ça que cette guerre est aussi importante, parce que ça définit la place de la Russie à l'avenir. La deuxième chose, évidemment, si Trump revient à la Maison-Blanche, est-ce qu'on aura encore l'OTAN avec les Américains ou pas? Vous vous rappelez que Trump n'aime pas l'OTAN, il a plusieurs fois menacé, donc ça revient sur le tableau et ça repousse la question sur la défense européenne. Et troisièmement, la démocratie. Et il n'est pas exclu, comme je disais, que la démocratie c'est un système faible, par définition, qu'une grande démocratie établie
tombe dans un système autoritaire. Ça, évidemment, pour moi, c'est le pire des 3 cas. Merci. Edvire, le mot de la fin. Alors, je trouve l'exercice difficile parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a pas fait notre job dans la réflexion de ce qui peut être prévu. Et ce qui n'est pas bon signe, c'est que j'avais retenu déjà un point qui est un des 3 points de Florence. Donc, qui confirmerait quand même qu'il faut anticiper, c'est en effet le risque de rupture au niveau transatlantique. On est tellement obsédé aujourd'hui sur l'accroissement de notre dépendance aux États-Unis et comment la réduire, que comment est-ce qu'on anticipe aussi un scénario, en effet, où l'évolution politique interne des États-Unis signifie aussi qu'il ne s'agit pas simplement de conditionner plus le soutien américain en obtenant plus de gages sur d'autres dossiers, donc un alignement en fait des Européens sur les États-Unis, mais en effet, si le parapluie américain un jour se referme davantage, ce qu'on a du mal dans la situation actuelle à envisager, comment est-ce qu'on s'est préparé sérieusement à ce scénario? Et le deuxième, je ne sais pas si on peut vraiment parler de rupture, mais comment est-ce qu'on anticipe la façon dont cette course aux technologies, mais ces risques aussi de rupture d'approvisionnement vont créer des déséquilibres à la fois, vont créer des déséquilibres entre les régions, entre les pays, avec des zones qui n'auront pas accès à ces technologies, de l'intelligence artificielle, des supercalculateurs et autres, et qui n'auront pas accès même à ces technologies vertes qui permettront cette transition verte, avec des risques d'appauvrissement et d'instabilité beaucoup plus forts. Qui peuvent être porteurs de rupture. Merci beaucoup à tous les 3. Alors, vous avez au tableau s'affiche le programme de travail de l'association Futurible pour l'année qui vient sur la prospective géopolitique. Donc, peut-être qu'on vous ressollicitera dans ce cadre-là. Merci beaucoup à tous les 3. Je vous laisse applaudir.